Bonjour, alors je m'appelle Olivia Cooper-Adjian. J'ai étudié le cinéma à l'université après le bac. C'était des études théoriques plutôt sur l'histoire et l'esthétique du cinéma. Et je ne savais pas exactement ce que je voulais faire plus tard. J'avais envisagé de faire du montage. Voilà, je n'avais pas vraiment d'idée, à part que j'aimais voir des films tout le temps. Et puis finalement, en fait, en allant voir des séances de cinéma expérimental, je me suis retrouvée à travailler pour un festival de cinéma expérimental à Paris. Et donc voilà, ça m'a mis un premier pied dans la programmation. À partir de là, à ce moment-là, j'ai terminé mon master et là j'ai cherché un peu des stages et j'ai fait un stage pour un festival qui s'appelle Cinéma du Réel, où je travaille toujours aujourd'hui, quelques années plus tard, un certain nombre d'années plus tard. Et c'est à cet endroit-là que j'ai rencontré un des programmateurs qui s'appelait Arnaud et qui lui écrivait pour une revue qui s'appelle Criticat, revue en ligne et bénévole, et il m'a demandé si ça m'intéresserait d'écrire pour cette revue. Donc voilà, en parallèle, j'ai continué à apprendre le travail de programmation et d'organisation de festivals, et j'ai commencé à écrire un peu des critiques. Vu que c'était bénévole, je me disais bon, j'essaye. Puis ensuite, j'ai continué donc dans Cinéma du Réel, ce festival. J'ai occupé différents postes après mon stage, selon un peu les places qui se libéraient. Et finalement, j'ai intégré le comité de sélection au bout de quelques années. Et ensuite, je suis devenue coordinatrice de la programmation pour la compétition, poste que j'occupe depuis 7 ans. Et donc, je fais aussi toujours partie du comité de sélection. Donc, je participe au choix des films. Donc en parallèle, j'ai continué à écrire sur mon temps libre, on va dire. Et puis, il y a 3 ans et quelques, on m'a proposé d'écrire pour les Cahiers du cinéma. Donc, cette fameuse revue ancienne et respectée, parce qu'il y a eu un changement de direction. Et donc, voilà, les nouveaux rédacteurs en chef avaient lu les textes que j'avais écrits et m'ont proposé de rejoindre la nouvelle équipe. Voilà, donc depuis ces 3 ans, j'écris régulièrement, donc tous les mois un petit peu dans la revue, et puis je continue une partie de l'année, c'est 7 mois dans l'année, à travailler pour le Festival Cinéma du Réel. Eh bien, j'ai été assez contente au départ, quand j'ai commencé à écrire pour les Cahiers du cinéma, de pouvoir écrire sur de la fiction, parce que justement, de par mon travail pour ce festival de documentaire, je voyais surtout du documentaire, et même si je continuais à aller voir de la fiction pour le plaisir, c'était plus vraiment dans mon champ professionnel. Donc c'est vrai qu'on est assez vite aussi catégorisé quand on travaille dans un certain domaine. Et donc voilà, il me posait justement cette question, est-ce que tu vas écrire que sur le documentaire? Je dis non, moi j'aime tout, j'ai toujours tout aimé, je continue d'aimer tout. Donc non, il n'y avait pas d'aiguillage particulier quand j'ai été contactée pour écrire dans les Cahiers du cinéma. C'était ouvert à toute proposition, et donc bien sûr, comme je vois beaucoup de documentaires quand même, souvent avant qu'ils sortent, même avant qu'ils soient en festival, puisque par le travail de sélection on les reçoit un peu avant tout le monde, ça facilite, disons que ça suscite des envies, et ça fait que je suis quand même amenée à écrire beaucoup sur du documentaire, mais ça ne m'empêche pas du tout d'écrire aussi sur la fiction. J'ai l'impression d'avoir une expérience à apporter, donc ça reste intéressant pour moi d'écrire sur le documentaire, même si c'est déjà un sujet qui prend une place un peu disproportionnée dans ma vie et dans ma cinéphilie, mais voilà, j'ai l'impression que ça a du sens aussi d'écrire dessus. Alors, pour évaluer tout film, je pense qu'il y a les deux, effectivement. De toute façon, je pense qu'on commence, que ce soit pour programmer ou pour écrire, on part de notre subjectivité forcément, puisque le cinéma, c'est quand même un rapport à l'émotion. Et donc, cette émotion-là, elle est forcément personnelle, mais l'objectif, en tout cas, c'est d'arriver à analyser cette émotion, analyser ce qu'on a vécu pendant le film, et petit à petit approfondir finalement notre ressenti pour en faire une véritable réflexion et comprendre à la fois, parfois, les bonnes raisons pour lesquelles on a été ému ou pas par un film, et peut-être les mauvaises aussi, peut-être essayer de déconstruire certaines choses, parce que c'est vrai que parfois il arrive qu'on soit emporté par un film et puis que finalement
En y réfléchissant, on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose de politiquement compliqué ou des choses qu'on n'avait pas vues tout de suite et finalement qui vont nous apparaître comme des questions en fait, enfin, des problèmes à opposer peut-être au film. Et donc, voilà, je pense qu'en tout cas, on ne peut pas ignorer l'expérience subjective parce que c'est vraiment le cœur de... Enfin, quand on est face à un objet d'art, c'est forcément un peu le cœur de ce avec quoi on travaille. Et ensuite, les critères objectifs, ce serait tout ce qui relève de l'histoire du cinéma. Donc, voilà. Par exemple, c'est vrai que si on voit un film, un peu comme je disais, qui fait des choses qu'on a déjà vues dans d'autres films, c'est vrai que le fait de connaître le plus possible l'histoire du cinéma, c'est ce qui va nous permettre d'estimer que ce travail n'est pas vraiment original et qu'il est même peut-être du plagiat, enfin, peut-être qu'il est même un peu malhonnête dans son approche. Et puis d'autres critères, après les autres critères objectifs, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup parce que qu'est-ce qui est beau, ça reste très relatif. Il y a des choses qui peuvent être très bien faites ou très léchées. Une image avec une très belle définition, très bien éclairée, mais peut-être que c'est pas forcément ça la beauté. Et que, de toute façon, ça dépend toujours, je pense, du contexte du film. Un scénario s'inscrit dans un projet global, dans un propos global, et parfois on n'a pas envie que les choses soient bien racontées, mais ça a un sens parce que on a envie que les spectateurs et les spectatrices soient un peu plus mis en danger ou mis en déstabilisés. Et donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas de bonne recette pour un scénario non plus. Donc oui, moi, globalement, je pense qu'il faut vraiment partir de ce qu'on ressent et à partir de là, déplier le plus possible et en mobilisant le plus possible ce qu'on a vu dans d'autres films et ce qu'on sait, ce qu'on a pu réfléchir auparavant. Mais toujours savoir que c'est forcément façonné par notre propre vécu et par notre propre sensibilité. Critiques qui n'ont pas forcément vocation à influencer les gens. Moi, j'avoue, j'aime bien influencer les gens. J'aime bien l'idée de défendre un film ou de dissuader les gens d'aller voir un film quand on estime qu'il y a de meilleurs films à voir. Bien sûr, c'est toujours bien que les gens aillent au cinéma, mais voilà, il y a tellement de films qui sortent que parfois on a envie de dire n'allez pas voir celui-là, allez plutôt voir celui-là. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est une remarque, mais il y a des critiques qui écrivent plutôt dans une optique d'analyse, de théorie, et qui n'ont pas forcément envie qu'en lisant la critique, on ait un avis très tranché. Ça me sert en tant que spectatrice, du coup moins maintenant, puisque j'ai souvent vu les films en avance, mais auparavant, quand je voyais moins les films en projection presse, ça m'aidait d'aller sur Allociné parce que y a les étoiles et bon, c'est juste une étoile qui correspond pas à grand chose, mais en fait il y a toujours des petits extraits de texte. Enfin, en général il y a un petit extrait et puis du coup ça donne envie parfois de lire le texte en entier. Je pense qu'avec avec tous les réseaux sociaux, les plateformes, il y a beaucoup de moyens pour que les textes circulent et soient plus facilement accessibles. Et c'est vrai que les Cahiers du cinéma, c'est une revue qui reste très attachée au papier. Il n'y a pas l'idée que le site devienne un substitut à la revue papier. Il faut vraiment acheter la revue en kiosque ou s'abonner pour lire la plupart des textes. Mais on a quand même développé le site internet depuis quelques années dans l'idée que justement le simple fait de proposer quelques textes sur internet gratuitement, ça permet aussi de créer une curiosité chez des gens qui ne connaissent pas du tout et qui n'ont pas envie forcément d'emblée d'acheter une revue. Sachant qu'évidemment, il y a tellement de contenu disponible gratuitement que c'est un peu difficile parfois de faire concurrence à ça. Voilà, pour que les gens aient envie de payer plutôt que de lire quelque chose gratuitement, faudrait qu'il y ait une valeur ajoutée en théorie supérieure. Je pense qu'en documentaire, la question de l'éthique est beaucoup plus présente, beaucoup plus importante dans beaucoup de cas, parce que c'est vrai qu'en fiction, à part certains cas, en général, il y a un contrat assez clair. Il y a des acteurs qui sont payés pour jouer un scénario qui est écrit d'avance. C'est censé être un peu encadré, même si on voit qu'il y a de plus en plus d'affaires, d'abus, d'agressions sur des tournages et
On en parle de plus en plus et ça, c'est un peu la nouvelle chose, une nouvelle problématique dans la fiction qu'il devient important de traiter. Pour moi, c'est quasiment le premier critère d'évaluation d'un documentaire, d'appréciation d'un documentaire. C'est est-ce qu'il y a un respect entre les personnes qui font ce film et aussi un respect des spectateurs et des spectatrices parce que parfois, il peut y avoir quelque chose d'un peu malhonnête dans certains documentaires qui restent un peu délibérément flous sur la façon dont ils sont faits. On ne comprend pas très bien. Est-ce que c'est joué? Est-ce que c'est pas joué? Est-ce que les personnes filmées savent qu'elles sont filmées ou pas? Plein de choses qui peuvent mettre un peu mal à l'aise. Et moi, en tant que spectatrice, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui peuvent avoir du succès par ailleurs et qui, moi, me dérangent à certains niveaux. Et puis, même si un bon film documentaire n'est pas bon à cause de ce qu'il raconte, mais à cause de la façon dont il raconte, quand même, ce qu'il montre a une plus grande importance, je trouve, que dans une fiction, puisque donc c'est censé être quelque chose qui est réel, d'une certaine façon, même si le réel, ça a des contours assez flous, mais en tout cas, il y a l'idée quand même qu'un documentaire, ça documente quelque chose, ça rend compte de quelque chose du monde qui nous entoure. Et parfois, on a des chocs quand on découvre une réalité dans un film. Par exemple, là, on vient de voir État limite, le film de Nicolas Peduzzi, qui va sortir en salle bientôt. Et c'est un film qui montre l'hôpital. Ça montre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui peuvent être choquantes et qui peuvent nous faire réfléchir ou nous faire prendre conscience de certains aspects de notre société. Donc, ce genre de choses, ça entre en ligne de compte plus que dans une fiction où, de toute façon, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est inventé. Donc, à part certaines fictions qui explicitent le fait qu'elles sont inspirées de faits réels, situations réelles, il n'y a pas cet élément de vraiment le film nous apporte une preuve aussi de quelque chose qui existe. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre ça en compte parce qu'il y a certains films qui peuvent être assez banals dans la façon dont ils sont faits, certains documentaires. Peut-être qu'ils ne sont pas très marquants, ils sont filmés de façon assez classique. Mais il y a le geste d'être là, d'avoir décidé de filmer cette réalité, d'avoir décidé qu'il fallait représenter telle personne, donner une existence à l'écran à telle personne ou telle réalité, qui peut rendre un film très très important dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire d'une société parfois. Certaines fictions vont aussi changer notre façon de voir le monde parce qu'elles vont montrer une réalité qu'on ne connaissait pas. Mais c'est vrai qu'en documentaire, c'est souvent plus crucial et plus central parce qu'il y a moins cette question de drame. Enfin, c'est moins le drame souvent qui est au cœur d'un film documentaire. J'ai l'impression que oui et non. De toute façon, depuis assez longtemps, on sait que la critique n'a pas une grande influence sur les entrées en salle, à part sur certains films très spécifiques qui sont des films pas très identifiés par le public parce que les cinéastes ne sont pas connus. Par exemple, des premiers films étrangers qui n'ont pas forcément circulé en festival en France, donc ou qui n'ont pas de réputation particulière a priori. Ces films-là, c'est vrai que s'ils ne sont pas défendus par la critique, ils risquent d'avoir vraiment du mal à être visibles en salle. Et donc ces films-là, s'ils sont au contraire encensés par la critique, ça peut faire une vraie différence. Donc je pense que dans certains cas spécifiques, la critique peut avoir un rôle assez crucial à jouer pour des cinéastes. Mais finalement, globalement, les gros films hollywoodiens n'ont absolument pas besoin de la critique pour exister dans les salles. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que des personnes me disent, même juste le fait d'avoir évoqué brièvement leur film dans un compte-rendu de festival, par exemple, que c'était important pour elles et que ça les encourageait. Donc je pense que dans ce sens-là, du positif, ça a quand même un impact parce que ça encourage et ça peut quand même attirer un peu du public en salle dans certains cas. Et finalement, ce qui nous donne une légitimité ou pas, c'est plutôt le support qui nous publie. Donc c'est vrai que moi, si j'écris sur mon blog une critique négative de je ne sais pas quel film, ça va déranger personne. Par contre, c'est vrai que si c'est publié dans les cahiers du cinéma, ça va être plus vexant sans doute parce qu'il y a une sorte de légitimité qui est attachée à la revue elle-même.
voilà, plus qu'à moi en tant que personne. Ça dépend. Il y a des films qui tout de suite me font analyser, enfin m'incitent à analyser ce que je vois et à commencer à réfléchir, notamment souvent quand c'est des choses qui dérangent, ça va plus me faire réfléchir pendant que je vois le film. Alors que quand je suis bien dans le film, quand je suis emportée parce que je trouve ça fascinant ou drôle ou émouvant, là je vais peut-être moins réfléchir. Et dans ce cas-là, le travail d'analyse, il va venir plutôt après coup. Parce que c'est vrai que quand je sors d'un film, en général, je sais à peu près ce que j'en pense, mais je ne sais pas forcément pourquoi, je sais pas forcément bien l'expliquer, bien l'analyser. Et ce travail-là, il se fait plutôt pas à pas, en commençant par décrire. Donc en fait, souvent, je commence à écrire plein de choses, et puis ça va pas du tout être ça ma critique. Finalement, la critique, ça va être ce que je vais écrire tout à la fin. Et je vais commencer par écrire des choses qui me paraissent évidentes et un peu bêtes. Et petit à petit, de fil en aiguille, ça va m'amener à d'autres idées, puis peut-être à un détail, et ce détail va m'amener à une autre idée. Et donc, chez moi, ça se fait très progressivement, l'analyse, et donc pas tellement sur le moment, sur le vif de la projection, mais vraiment après coup, pas à pas. Alors moi, j'estime beaucoup la singularité et l'originalité, c'est vraiment ce que je recherche le plus dans un film, quitte à être un peu dérangé, un peu déstabilisé. C'est vrai que j'ai pas trop de problèmes avec des films qui peuvent être parfois un peu éprouvants ou avec des durées très longues ou un peu déconcertants. J'ai tendance à être plutôt stimulée par des films comme ça qui me mettent au défi. Voilà, des films qui, en tout cas, ne vont pas nous offrir ce qu'on attend. Donc j'ai envie d'évoluer en fait en voyant un film et pas de juste être à l'aise. Alors dans les films documentaires, on voit de moins en moins de films de cinéma direct. Alors on a vu hier au festival Don't Look Back de Pennebaker, et c'est ce genre de film-là, j'ai l'impression devient très très rare. Sans doute parce que c'est des films, là on a vu, c'était un film qui a mis 2 ans à être monté, parce qu'il y avait toute cette matière un peu en vrac, il fallait trouver un chemin pour cette matière. J'ai l'impression que peut-être parce qu'il y a moins d'argent pour le documentaire aujourd'hui, parce que les chaînes de télévision le soutiennent moins, le financent moins, peut-être qu'il y a globalement moins d'argent pour la production, et donc moins ce luxe de faire un film en sachant pas exactement ce qu'on va filmer, en se laissant un peu porter par une réalité qui nous dépasse, et pour ensuite construire le film avec une matière qui va être très importante, mais dans laquelle on va sculpter quelque chose. C'est vrai que ce qu'on voit à l'inverse, plus c'est des films très mis en scène, donc là dans le documentaire je parle, des films très scénarisés où peut-être parce qu'on n'a pas assez de temps de tournage, on va se sentir obligé de tout prévoir et de se dire en gros dans mon film je veux qu'il se passe à peu près ça, je veux raconter à peu près ça. Donc sans doute il y a une période d'observation assez longue, mais un temps de tournage peut-être court, qui fait qu'on est obligé pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir de finalement vraiment mettre en scène les situations. Il y a quand même quelque chose d'un peu figé. Et moi, c'est ce que je regrette dans pas mal de films, ce côté quand même moins spontané, où on perd quand même quelque chose en faisant rejouer des choses, évidemment. Ce que j'évoquais tout à l'heure, une sorte d'ambiguïté sur finalement qu'est-ce qu'on regarde, à quel point les gens jouent ou pas, on ne sait pas trop des fois, donc c'est un terrain qui peut être un peu glissant. Puis en fiction, là, je crois qu'il y a un peu trop de tendances divergentes pour les énumérer, donc je vais m'arrêter là. Il n'y a pas forcément de différence d'essence. Enfin, je dirais que la seule différence, c'est une différence un peu, on pourrait dire, institutionnelle, c'est-à-dire une critique amateur faite dans un cadre qui n'est pas celui du travail, et donc c'est tautologique ce que je dis, mais je veux dire que le texte en soi, ça peut être le même dans les cahiers du cinéma et sur un site, sur un blog.
même sur Allociné dans les commentaires, il peut y avoir des gens qui écrivent un texte qui est digne d'être publié complètement dans une revue. Donc après, la différence principale, c'est parce que on n'est pas tout seul quand on fait partie d'une revue. Il y a des gens qui nous relisent. Donc il y a des gens qui peuvent nous opposer des arguments quand ils trouvent que notre réflexion n'est pas juste. Donc moi, quand j'écris une critique, il y a toujours au moins 2 personnes qui la relisent avant qu'elle soit publiée et qui me font des commentaires. Donc ils peuvent être sur la forme ou qui peuvent être sur le fond. Donc voilà, il y a cet aller-retour qui fait qu'on assume du coup le texte collectivement, puisque notre responsabilité est partagée dans ce qu'on exprime. Donc c'est agréable parce que c'est vrai que la responsabilité est d'autant plus lourde d'écrire quelque chose quand même quand personne n'a donné son avis avant. Ça fait vraiment une différence sur le résultat. Voilà, il y a toujours plusieurs regards sur un texte. Je pense que quand on est payé par rapport au fait de ne pas être payé, ça je peux le comparer. Et en tout cas, la différence, en étant payé, c'est juste qu'on se met un peu plus la pression. Donc forcément, on se dit, je ne fais pas ça juste pour le plaisir, c'est quand même quelqu'un me paye pour ça, c'est un travail, donc parce que on se sent quand même une responsabilité plus importante, même si elle est partagée en fait.